Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Voici les principaux titres de cette édition. 1 mois avec sursis, une amende de 100 000 francs en CFA. L'ancien garde du corps d'Idrissa Seck est déclaré coupable du délit d'ouverture et d'exploitation d'une entreprise de surveillance et de gardiennage sans autorisation. Pour son avocat, la PIX a sa part de responsabilité et a induit son client en erreur. L'association des porteurs de pancartes rend hommage à des journalistes, avocats, universitaires et acteurs de la société civile. Une cérémonie lors de laquelle le directeur général du groupe Futur Média a été distingué. L'occasion également pour Cheikh Tidiane Gadio de s'exprimer sur l'exposition de la vie privée des hommes politiques au Sénégal. Assainissement, sécurité, chômage, les habitants de la commune de Fass, Colobane, Gueule-Tapée demandent de meilleures conditions d'existence. Certains rencontrés par la rédaction pointent du doigt le maire de la commune. Remplacement de la société Transrail par l'entreprise Dakar-Bamako Ferroviaire, les cheminots se disent inquiets. Selon eux, sur les 7,5 milliards annoncés par le gouvernement pour la relance de l'entreprise, seuls 1,7 milliard ont été décaissés. Ce vendredi, la chronique du JT s'intéresse de près au pèlerinage à la Mecque édition 2016. Alors que les pèlerins ont commencé à s'envoler pour l'Arabie Saoudite, le drame de Mina est toujours dans les esprits. L'invité du 20h ce soir, le directeur des constructions du ministère de l'Intérieur répond aux questions de Papis Diao. Un entretien que vous pourrez suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'ancien garde du corps d'Idrissa Seck, condamné à 1 mois avec sursis et à payer une amende de 100 000 francs CFA. Devant la barre, vieux Sandieri Diop a reconnu les faits qui lui sont reprochés, l'ouverture d'une société de surveillance et de gardiennage sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Pour son avocat, ce projet a été piloté par la PIX, l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, ce qui selon lui signifie que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. Je vous propose d'écouter Maître Baba Diop. Ses propos sont recueillis par Fatima Taba. En vérité, on aurait même pu se passer de ce procès-là. Parce qu'au début, il s'agissait d'une simple histoire de tenue d'agents de sécurité qui ressembleraient à des tenues de policiers. Alors, la remarque a été faite au directeur de l'agence qui se trouve être vieux Sandieri Diop, et il avait promis et même s'était engagé de changer les tenues, ce qu'il a fait. Quelques jours après, on est revenu à la charge, cette fois-ci pour poser un autre problème. Le problème même de l'existence de sa société et de gardiennage. Et on a vu qu'effectivement par rapport à cela, au Sénégal, il y a une loi depuis 1978, une loi 7840, qui avait soumis à autorisation l'existence ou l'exploitation de toute société de gardiennage et d'escorte. Alors, lui, il ne le savait pas. Au moment de créer sa société, il s'en était ouvert à l'APIX. L'APIX l'avait accompagné dans la création de sa société et l'APIX ne lui a jamais fait comprendre qu'il lui fallait une autorisation relativement à la création de cette société-là. C'est pourquoi j'ai dit que dans cette affaire, il y a aussi des fautes qui sont imputables à l'État. Journalistes, avocats, universitaires, acteurs de la société civile, ils ont été distingués lors d'une cérémonie d'hommage intitulée « Compagnons des porteurs de pancartes et sentinelles des libertés démocratiques », une initiative de l'association des porteurs de pancartes et dont l'objectif est de récompenser ceux qui contribuent chacun dans leur domaine respectif au développement du Sénégal. Parmi les récipiendaires, le directeur général de la télévision du groupe Futur Média, Mamoudou Ibra Kane. Retour sur cette cérémonie avec Ibou Diouf et Khalil Ndiaye. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. 58 années après l'accueil mouvementé que la jeunesse sénégalaise avait réservé au général de Gaulle, une commémoration de plus. L'Association nationale des porteurs de pancartes ne veut pas oublier sitôt la journée du 26 août 1958. Le général de Gaulle qui nous a jeté ce nom, c'était la jeunesse africaine qui était décidée à lutter pour l'indépendance. Et lui, il nous a dit, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Et nous, on a pris le nom de porteur de pancarte et on le commémore chaque année. Août 1958, la journée du 26 reste un repère parmi les repères pouvant servir aujourd'hui à la jeune génération.
Nous, on avait gardé les pancartes chez nous à la veille, mais le soir, des militaires français sont venus pour les récupérer. Heureusement, ma mère nous avait demandé de les garder dans sa chambre et on allait échouer parce qu'ils nous suivaient pas à pas. En cette journée de commémoration, universitaires, journalistes, avocats et membres de la société civile ont pris part à cette manifestation après les diplômes de compagnons des porteurs de pancartes et sentinelles les messages. Ça fait 58 ans qu'on parle des porteurs de pancartes qui ont dit non à De Gaulle. C'est très bien, mais je pense quand même, depuis 58 ans, on n'est pas plus évolué, on n'est pas moins désaliéné. La France encore nous a sous son égide. Les intellectuels pensent comme ça, les politiciens sont sous la coupe de la France. Il est temps qu'on baisse les pancartes pour porter la République. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ces porteuses et ces porteurs de pancartes ont été comme nous des jeunes. Ils ont eu à vivre des situations extrêmement difficiles, beaucoup plus difficiles que celles que nous vivons aujourd'hui, parce qu'ils étaient sous colonisation, sous domination, sous donc la négation de la culture et de leur civilisation. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Soyons donc les dignes continuateurs, les relais de ces pancartes qu'ils ont eu à porter, mais surtout œuvrer pour que nous soyons véritablement indépendants. L'Association nationale des porteurs de pancartes, à travers ses activités, compte œuvrer pour permettre à la jeunesse de se servir des bienfaits de cet événement. En marge de la commémoration du 58e anniversaire des porteurs de pancartes, l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio s'est exprimé pour dénoncer l'exposition de la vie privée des hommes et femmes politiques au Sénégal. Il s'est également prononcé sur les récentes découvertes de ressources naturelles et sur la question de la double nationalité, des débats dangereux selon lui. Je vous propose d'écouter Cheikh Tidiane Gadio. Ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. Notre manière de faire de la politique au Sénégal ne nous honore pas. Des pratiques de plus en plus fréquentes, des gens qui ont décidé de tirer à boulet rouge sur d'honnêtes citoyens qui ont décidé de faire de la politique en mettant à la disposition du public des documents de mariage. Il faut aussi que l'on évite les débats qui tournent autour du gaz et du pétrole. Ça ne sent pas toujours la rose. Sans oublier la question de la nationalité. Et là, l'histoire nous a montré que ce n'est pas instructif et ça a gâché la vie de beaucoup de pays d'Afrique. Il faut vraiment qu'on évite ces genres de débats. Nous restons avec la politique et le comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui s'est tenu hier jeudi. Une rencontre lors de laquelle les libéraux se sont félicités des investitures sur les listes pour l'élection des conseillers du Haut Conseil des collectivités territoriales. Autre sujet abordé, l'affaire Aïda Ndiong, condamnée par la Cour suprême à 1 an de prison ferme et à la confiscation de tous ses biens. Une condamnation que les libéraux qualifient de décision politique. Écoutons le secrétaire général national adjoint chargé des élections au Parti démocratique sénégalais. Il est au micro de Mame Biram Diouf. Cette décision politique prise au nom du peuple est d'autant plus scandaleuse que le premier président de cette institution, Mamadou Badio Camara, refuse même de faire sa déclaration de patrimoine pour se conformer à la loi contre la corruption et la concussion. En tout état de cause, le comité directeur s'engage à mener toutes les actions nécessaires pour que le droit soit dit et que Aïda Ndiong retrouve ses biens et sa dignité. Toujours pour intimider et museler ses adversaires politiques, Macky Sall a amené hier en conseil de discipline M. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Le PDS lui apporte son soutien sans faille et s'engage à lutter à ses côtés sur la préparation des élections au Haut Conseil des collectivités territoriales. Le comité directeur a apprécié le rapport sur la situation de nos investitures dans l'ensemble des départements en rapport avec la coalition électorale que nous avons constituée et dénommée
coalition alternative patriotique. Et pour s'opposer davantage à l'actuel régime, le PDS annonce la mise en place d'un front unitaire. Au programme, l'envoi prochaine d'une délégation à Yarar pour y rendre visite aux familles ayant récemment perdu leur fils qui tentait de se rendre en Espagne par la mer. Assainissement, sécurité, chômage, les habitants de la commune de Fass, Colobane, Gueule-Tapée énumèrent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alhassane Ba et Alioune Diagne ont rencontré ces populations qui demandent de meilleures conditions de vie. Suivons leur reportage. À l'origine de sa colère, cette eau de pluie stagnante devant sa maison, elle, c'est Maman Africa. Elle n'est pas la seule à se plaindre d'un problème d'assainissement à Fass. Avant, nous avions un bon assainissement, mais avec la construction de cette route, c'est le calvaire. Désormais, l'eau passe par les égouts et entre dans nos maisons. Très souvent, nos enfants tombent malades. Pourtant, je pense que le programme de construction des routes à Fass de Lorme est facile à réaliser. Nous déplorons vraiment le manque d'assainissement. Les preuves sont là. Même s'il pleut un tout petit peu, les routes deviennent impraticables. À Colobane et Gueule-Tapée, le problème est moins ressenti. Nous avons la chance à Gueule-Tapée d'avoir un bon assainissement. Il y a des canaux d'évacuation. C'est juste que les routes sont de mauvaise qualité. À Gueule-Tapée, il y a la propreté. On n'attend rien de personne. Après la pluie, on ne voit même pas l'eau. Notre espace est bien assaini maintenant. La route est construite et l'eau ne stagne plus. Côté sécurité, certaines parties de la commune souffrent encore. Il y a une insécurité à Colobane. Si on pouvait nous aider, ce serait vraiment mieux. Moi, j'assure ma propre sécurité et personne n'ose m'agresser. Je suis tout simplement bien organisé. Presque la majeure partie des jeunes ne travaillent pas, comme le déplore Marème Fall. Les jeunes du quartier, c'est ici qu'ils font leur grand place. Actuellement, ils sont allés sur un match de foot. Sinon, tu allais les trouver ici. Nous employons nos enfants, nous amenons des caisses de poissons et après, ils les écoulent. Les emplois promis par le président Macky Sall, jusqu'ici, nous n'avons rien vu. Fass, le quartier qui souffre le plus d'un problème d'assainissement dans la commune, il suffit juste de quelques gouttes de pluie pour que les routes soient impraticables. Et la gestion du maire de la commune Fass, Colobane, Gueule-Tapée, fortement critiquée par une partie des habitants. Certains disent même ignorer le nom du maire et réclament davantage de proximité avec leur édile. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Alhassane Ba et Alioune Diagne. Ce qui devrait faire la parole d'un maire, c'est qu'il doit être proche des gens, que les gens le reconnaissent, le connaissent. C'est ça le problème. Mais des maires qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, qui sont souvent dans les médias, qui racontent des histoires que les gens ne vivent pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas propre aux maires de la Gueule-Tapée, c'est propre aux maires de toutes les communes du Sénégal. Ce sont des gens, il y a même des maires qui font encore pire. Ils ne vivent même pas dans les lieux où ils sont censés administrer. On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Je ne connais même pas le nom de notre maire. Je n'ai pas vu ces réalisations dans notre quartier. On ne le voit même pas sur le terrain. Nous sentons un peu ces réalisations parce que nous, les handicapés, nous avons une association et il vient nous rendre visite de temps en temps et prendre soin de nous. Sa gestion ne vaut absolument rien du tout. La gestion, d'abord, elle doit être humaine, à hauteur d'homme, comme disait Senghor. Mais ici, cette gestion-là, elle n'est pas à hauteur d'homme, elle n'est même pas à hauteur d'animal. Nous parlons de toute autre chose à présent, de cette division chez les transporteurs. Le Conseil national des transporteurs du Sénégal claque la porte du collectif des conducteurs et routiers. Ces responsables annoncent qu'ils ne prendront pas part à la grève des 29, 30 et 31 août prochains. Selon eux, le pays s'apprête à célébrer la fête de la Tabaski et le moment est mal choisi. Écoutons à ce propos le président de la gare routière de Rufisque. Ces propos sont recueillis par Salif Sow. On tombait d'accord que l'État n'a pas encore fermé ses portes, donc on peut toujours continuer à négocier.
Ils ont tenu compte de la période, à l'approche de la Tabaski, avec les besoins va-et-vient des populations. Donc on devait aussi y tenir compte. Donc tout ça les a poussés à prendre une décision aujourd'hui au nom du Contrans de ne pas s'en mêler à la grève du 9, 30 et 31 août prochain. On ne participera pas de cette grève. C'est qu'il n'y a pas une opportunité de le faire. Et puis on ne doit pas défier un État, comme je l'ai dit tantôt. On peut rester à négocier. Il y a beaucoup de formes. Il y a la transaction douanière, comme on a eu des problèmes avec la douane. Je crois qu'on a d'autres chemins à emprunter au lieu que de tordre le bras à l'État. Le collectif est déjà explosé, comme vous l'avez constaté. Goro Khoumanepouli, il a fait une déclaration. Mansour Nir est sorti du collectif. Je crois que Ibra Wade, ici présent, aujourd'hui a fait une déclaration. Il y en a d'autres qui vont le faire. Il y en a d'autres qu'on attend qui vont faire aussi des déclarations pour vous dire que donc il n'y a plus de collectif et que, comme je l'avais dit depuis le départ, ce n'était pas un intérêt général, c'était l'intérêt particulier d'un groupe de personnes. C'est pourquoi aussi, vraiment, la vérité continue de s'éclater. Cette raison n'a pas eu lieu, surtout le moment de la Tabaski. Parlons éducation à présent, la rentrée scolaire 2016 marquée cette année par l'ouverture d'un lycée scientifique d'excellence dans la région de Diourbel. L'établissement, pour sa première année d'existence, sera en mesure d'accueillir 60 élèves. Tous admis sur concours, ils vont tous être logés dans un internat situé dans l'établissement scolaire. C'est ce que nous expliquent Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Pour inciter les élèves à opter pour les séries scientifiques, l'État compte ouvrir un lycée scientifique d'excellence dans la région de Diourbel, d'une capacité de 60 élèves dans un premier temps. C'est dans ce contexte de revalorisation des enseignements scientifiques et techniques que le lycée scientifique d'excellence de Diourbel a été créé par décret numéro 2016-1226 du 19 août 2016. Relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Son ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2016-2017. Pour être admis dans ce lycée d'excellence, les critères restent sélectifs. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale de choisir les meilleurs élèves de 3e de notre système éducatif pour en faire de bons scientifiques et de bons techniciens capables d'assurer l'émergence et le développement de notre pays. La mise en place d'un régime d'internat pour les pensionnaires de ce lycée. De même que le recrutement des enseignants obéit à des normes. Le décret que Monsieur, Son Excellence, le Président de la République va prendre pour affecter des primes à ces enseignants-là, il y aura des précisions sur la contractualisation que nous devons faire avec ces enseignants-là. Ainsi, ce concours sera organisé les 6 et 7 octobre au lycée John Fitzgerald Kennedy avec des épreuves comme le français, les mathématiques, les sciences physiques, mais aussi les sciences de la vie et de la terre. Pointé du doigt par le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop donne sa version des faits. Accusé de détournement de deniers publics suite au déménagement de l'office du baccalauréat et du rectorat, Ibrahim Atchoub assure qu'il ne gère pas les marchés des réhabilitations des infrastructures de l'université. Autre point abordé face à la presse, le non-paiement des salaires de certains enseignants. Plus de détails dans ce reportage signé Aïssa Toupaï et Mohamed Tian. Après les accusations du SAES, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop donne sa version des faits. Réponse sur le non-paiement des salaires de Amsatou Sow Sidibé et Malik Ndiaye. Madame Sidibé a déposé au rectorat son certificat de cessation de paiement le 15 juin 2016, ce qui a permis le rétablissement de son salaire le 30 juin 2016. Ainsi que le rappel des salaires qui lui étaient dus depuis sa date de reprise de service le 4 février 2016. Le paiement du salaire du professeur Ndiaye ne peut être rétabli qu'à compter de la fin du mois d'août 2016. Le rappel de son salaire depuis sa reprise de service 2 août 2014 sera effectué après précompte de l'équivalent. Au recteur d'ajouter ni surfacturation de marché, ni détournement de deniers publics concernant le déménagement du rectorat et de l'office du bac. Le rectorat ne gère pas les marchés de la réhabilitation des infrastructures de l'université. La solution adoptée a été finalement de déménager l'office du baccalauréat dans un bâtiment de la faculté des lettres. L'office du rectorat était accueilli à l'UCAT 3, Camp Claudel,
solution a ainsi économisé à l'université plus d'une centaine de millions de francs CFA qui auraient servi à payer les loyers des locaux. Autre élément de clarification, la gestion des ressources, des droits d'inscription des étudiants. Ce qui concerne les droits d'inscription des étudiants, la partie administrative est directement reversée dans le budget de l'université et gérée comme toutes les autres ressources sans aucune spécificité. Aucun délégué syndical n'a saisi le rectorat sur un quelconque problème, une attitude que le recteur Ibrahim Ochoub déplore. Parlons littérature à présent avec l'histoire de l'érudition racontée par l'écrivain Ousmane Oumar Kane dans son livre intitulé Biyong Tombouctou. Pour ceux qui l'ignorent, l'érudition désigne une connaissance profonde d'un savoir approfondi, d'un sujet large qui résulte de l'étude de documents. Un thème qui a fait l'objet hier, jeudi, d'une table ronde. Retour sur celle-ci avec Mardien et Mambiram Diouf. Biyong Tombouctou, traduisé au-delà de Tombouctou, titre de l'ouvrage écrit sur 208 pages et qui retrace l'évolution des recherches en sciences islamiques dans la zone Afrique de l'Ouest, et cela dans des centres de formation qui jadis émerveillaient de par leur rayonnement. Bien avant la colonisation occidentale, il existait de nombreux centres d'érudition. C'est cette histoire que j'ai essayé d'écrire, n'est-ce pas? Cette histoire qui a été occultée par la colonisation occidentale. Tout le monde connaît Cheikh Ahmadou Bamba, tout le monde connaît Sidi Hadj Malik, mais il n'y a pas beaucoup de Sénégalais, peut-être, surtout ceux qui sont formés à l'école occidentale, qui savent qu'ils sont eux-mêmes descendants de longues familles, d'une longue lignée d'érudition. Par exemple, combien de Sénégalais connaissent Mam Maram? Est-ce que vous connaissez, vous, Mam Maram? Les panélistes et autres participants à cette table ronde ont salué le travail de l'auteur Ousmane Oumar Kane. Le livre qui a été écrit par Ousmane Kane, et je le félicite, il a fait... c'est comme une aubaine qui tombe du ciel et qui arrive au bon moment. Au moins notre génération est partie. On ne nous a pas appris notre patrimoine culturel, mais au moins pour les enfants qui viennent, nous pouvons bâtir sur ce qu'il a produit pour qu'enfin cette littérature-là soit enseignée dans les écoles. L'auteur qui s'intéresse également aux organisations radicales telles Boko Haram dans leur évolution et leur idéologie apporte ses précisions. Un chercheur américain a démontré que il y a à peu près peut-être 100 000 djihadistes un peu partout dans le monde, sur une population musulmane de plus de 1,5 milliard. Donc il ne faut même pas un 15 millième des musulmans. Cette idée que l'islam est une religion violente, bien sûr, ne reflète pas de toute façon le comportement de l'écrasante majorité des musulmans. Biyong Tombouctou se veut un laboratoire pour étudier les richesses qu'enferme l'islam et les érudits qui l'ont marqué en Afrique de l'Ouest. La fête de la Tabaski approche à grands pas. La rue 19, angle 20 de la Médina, c'est le grand bazar des tissus. Brodés, tulle, en cette période, les prix sont en baisse et le prix du mètre varie entre 2 000 et 10 000 francs CFA. Du côté des tailleurs, les clients sont nombreux à attendre le dernier moment avant de confectionner leur tenue. Pour l'instant, ce n'est donc pas encore le grand rush. La preuve dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. Un étal, plusieurs rouleaux de tissus, couleurs et motifs variés. Les prix aussi. Ce commerçant est déjà au rythme de la Tabaski. Nous sommes au marché Tilène. Nous vendons à des prix abordables, là où les magasins proposent 10 000 francs le mètre de tissu. Et chez nous, c'est à 7 000 francs. Le brodé dit Autriche s'achète à 4 000 francs au lieu de 6 000 francs. Le Jasner, deuxième choix, c'est à 2 000 francs au lieu de 2 500 francs. À quelques mètres de là, cette boutique, l'offre aussi diversifiée. Ce vendeur, lui, oriente même ses clients à faire le choix. Très souvent, les clients viennent sans avoir de choix. Moi, je les aide à acheter le tissu idéal. Parfois, je leur dis de faire du patch pour mettre en valeur le tissu. Après l'achat de tissu, place à la couture. Les clients viennent à compte-gouttes. Il y aura peut-être le rush dans quelques jours. Les tailles basses et les robes sont les plus demandées. Cette dame, elle, ne veut pas attendre la dernière minute. Je suis venue déposer le tissu pour que ça soit prêt bien avant les fêtes. Sinon, quand j'attends jusqu'à la dernière minute, ça ne va pas finir. Je suis venue, j'ai vu le modèle, ça m'a plu. J'ai dit à ma couturière de faire ça pour ma fille. Le marché de tissu est encore timide chez les tailleurs. Même constat,
Mais ils ont grand espoir que la donne change d'ici la fin du mois. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec les Lions du roller en plein dans leur préparation pour les championnats d'Afrique prévus du 1er et 4 septembre prochain. Les champions d'Afrique attendent toujours la promesse du ministère des Sports pour la prise en charge, cette discipline qui va intégrer les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo veut valoir au Sénégal beaucoup de satisfaction. Chertidiane Diao et Younous Diatta. Les champions d'Afrique veulent défendre leur titre à Cotonou. À moins de 5 jours du début de la compétition, le Sénégal y va avec des ambitions, mais aussi des incertitudes. Il y a beaucoup de problèmes à régler, mais en ce moment, nous comptons beaucoup sur le gouvernement sénégal, comme le ministère des Sports, qui nous a promis de nous donner des billets d'avion parce que nous faisons partie de l'arbitrage budgétaire de 2016. Et là, nous comptons beaucoup sur le ministère des Sports pour avoir nos billets d'avion, nos per diem et l'hébergement. Ici en Afrique, nous sommes l'équipe à battre, mais le grand public l'ignore. Chaque jour, on s'entraîne très dur pour représenter le Sénégal et aller décrocher tous les trophées mis en jeu. Les rollers vont intégrer des disciplines olympiques à partir de Tokyo 2020. La préparation pour les Lions, c'est dès maintenant. Je savais qu'un jour viendra, le Sénégal partirait aux Jeux Olympiques 2020 parce que je me suis préparé pour ça. Donc ça nous reste que 4 ans, mais durant ces 4 ans, on ne va pas lâcher, on va travailler très dur pour en accéder. Les représentants de cette discipline se disent enthousiastes à l'idée de représenter le Sénégal et ils ne souhaitent qu'à être remis dans de bonnes conditions. On passe aux éliminatoires Cannes 2017 de beach soccer. L'équipe du Sénégal est bien déterminée à faire la différence face à l'équipe du Cap-Vert. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'équipe, Ibrahima Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Chersadi Boudiara. Le 15, on est en regroupement. Et vraiment, ça se passe dans de très bonnes conditions. On est bien logés. Donc les entraînements aussi, ça se passe vraiment dans un esprit vraiment d'amitié. Et j'ai été même étonné quand même, et ça, quand j'ai dit étonné, c'est un peu trop dire, parce que vraiment, on a autour de nous des jeunes qui sont très disciplinés et vraiment qui savent là où ils doivent mettre leurs pieds, quoi. Mais en ce qui concerne le regroupement, ça se passe vraiment bien. On a été mis dans de très bonnes conditions par les fédéraux. La balle est dans notre camp. Les autres ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc, Salle, on joue à Salle, hein. C'est juste à 1h30 de vol. Donc on n'a pas besoin vraiment de s'alarmer ou de s'affoler. On peut même quitter ici le même jour, jouer le même jour et revenir le même jour. Donc moi, comme je l'ai dit aux jeunes, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. L'essentiel, c'est de gagner ce match-là. C'est le moment de passer à la chronique du JT qui ce soir s'intéresse au 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Un an après le drame, difficile d'oublier ces bousculades de Mina ayant conduit à la mort de plus de 2000 pèlerins. Alors que de nombreux musulmans sont en route pour l'Arabie Saoudite, zoom sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque, édition 2016 avec Papis Diao. Le pèlerinage à la Mecque est devenu au fil des années une véritable épreuve pour les candidats au Hajj. Si le Sénégal a une grande expérience du pèlerinage, il est établi par contre qu'il est quasiment dans l'incapacité d'organiser une édition sans désagrément, sans psychose et sans incertitude, que des couacs, des complaintes de pèlerins et de leurs familles. 150 pèlerins inscrits au premier et au second vol n'ont pas pu effectuer leur voyage à temps. À l'origine, les récurrents problèmes de visa qui s'invitent inéluctablement au chapelet des dysfonctionnements de l'organisation. Pourtant, la catastrophique édition 2015 avait nécessité des mesures radicales. Le gouvernement du Sénégal avait mis fin aux fonctions de la commission
et couper alors la tête du commissaire. Les Sénégalais en avaient cyniquement ri pour peu qu'ils aient enfin un pèlerinage acceptable. Toutefois, la délégation générale ne peut aujourd'hui se soustraire aux mêmes critiques. Elle reste valable pour tout le monde. Ainsi, la rupture agitée depuis l'installation du délégué a été torpillée par ce premier incident. Mais sous un autre angle, on se perd. Au regard de la banalisation de l'aspect financier, le client met ses billes et devra s'en remettre à Dieu. C'est sa seule consolation. Comme si le pèlerinage était gratuit au Sénégal. Pourtant, il est loin de toute gratuité. Mais le paradoxe presque légalisé, c'est qu'ici, le client n'est pas roi. Il n'a jamais été roi et certainement ne le sera jamais. Ainsi va la vie de nos pèlerins très souvent, même pour les 10 500 de cette année. Allahu Ya'lam, seul Dieu sait. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bon début de week-end et je vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa, merci à toi pour le journal de 20h qui va se terminer, on va dire, comme chaque jour avec l'invité du 20h juste après le jingle. C'est parti.